J'étais enceinte de 8 mois lorsque ma belle-sœur s'est moquée de moi à sa fête d'anniversaire, simplement parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant elle-même. Alors que je m'asseyais, épuisé après être resté debout pendant des heures, elle et ma belle-mère ont ri, puis ont crié « Arrête de faire semblant, lève-toi ou pars tout de suite ». Mon beau-père a ajouté « Certaines femmes utilisent simplement la grossesse comme une excuse. » J'ai supplié « Je suis juste fatigué, s'il vous plaît, laissez-moi me reposer. » Lorsque j'ai refusé de me lever, ma belle-sœur est devenue furieuse, et m'a frappé violemment à la tête avec un lourd présentoir à gâteau en marbre. Je suis tombé lourdement sur le sol, j'ai perdu les os sous le choc, et je me suis évanoui en saignant. Personne n'a appelé à l'aide immédiatement, ils sont juste restés là, à regarder. Des heures plus tard, à l'hôpital, je me suis réveillée confuse et souffrante. Le médecin est entré avec un visage grave, et ses mots m'ont ébranlé jusqu'au plus profond de mon âme, car mon bébé. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs. La famille de mon mari, Derek, ne m'avait jamais vraiment accepté dans leur cercle, mais je m'étais convaincu que les choses changeraient une fois le bébé arrivé. Comme j'avais tort, et de façon spectaculaire. Derek et moi étions mariés depuis 3 ans lorsque nous avons découvert que j'étais enceinte. La nouvelle m'a rempli d'une joie que je n'avais jamais connue auparavant. Mon mari semblait tout aussi ravi, me faisant tourner dans la petite cuisine de notre appartement, malgré mes protestations concernant mes nausées matinales. Nous avons appelé ses parents le soir même pour partager notre enthousiasme. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré, inconfortablement long. Finalement, la mère de Derek, Pamela, a parlé avec ce ton sec qu'elle réservait aux discussions sur l'argent ou la déception. Eh bien, c'est certainement une nouvelle inattendue. Son père, Walter, n'a rien ajouté, juste un grognement qui aurait pu signifier n'importe quoi. La sœur de Derek, Veronica, qui vivait chez ses parents alors qu'elle traversait son 2e divorce, a apparemment saisi le téléphone, car sa voix perçante a soudainement coupé la conversation. Félicitations, j'imagine. Ça doit être agréable pour certaines personnes. L'amertume dans ses mots m'a noué l'estomac, mais Derek a serré ma main pour me rassurer. Il ne savait pas alors ce que j'avais accidentellement entendu lors du dîner de Noël, 6 mois plus tôt. On avait diagnostiqué une endométriose sévère à Veronica des années auparavant, et plusieurs médecins lui avaient dit qu'il était peu probable qu'elle ait des enfants biologiques. Elle avait essayé avec son ex-mari pendant des années, avant que leur mariage ne s'effondre sous le poids de cette déception. J'éprouvais de la sympathie pour sa situation. Vraiment, c'était le cas. Mais sa douleur ne lui donnait pas le droit d'empoisonner ce qui aurait dû être notre moment de bonheur. La grossesse a progressé normalement tout au long du 1er trimestre. Les nausées matinales ont cédé la place à cet éclat particulier du 2e trimestre dont tout le monde parle. Derek travaillait de longues heures à son cabinet comptable, se préparant pour une promotion qui nous aiderait à payer les dépenses liées au bébé. Pendant ce temps, j'ai continué mon travail d'infirmière pédiatrique, jusqu'à ce que mon médecin me recommande de passer à des tâches administratives au 7e mois. L'invitation pour la fête d'anniversaire de Veronica est arrivée début septembre. Elle célébrait 1 an avec son nouveau mari, Craig, un promoteur immobilier qu'elle avait rencontré lors d'un gala de charité. Le carton épais, couleur crème, annonçait une soirée élégante dans la propriété de ses beaux-parents, à la campagne. Code vestimentaire, formel. Réponse souhaitée. Est-ce qu'on est obligé d'y aller ? Ai-je demandé à Derek en pliant le linge un soir. Mon dos avait commencé à me faire mal constamment à ce moment-là, et l'idée de me serrer dans une tenue de maternité formelle ne m'attirait absolument pas. C'est ma sœur, a-t-il répondu sans lever les yeux de son ordinateur portable. Ce serait impoli de ne pas se montrer. Elle a été horrible avec moi pendant toute cette grossesse. Derek a finalement croisé mon regard, son expression tiraillée entre la loyauté envers sa famille et la reconnaissance de la vérité. Elle traverse ses propres épreuves. Essaie d'être compréhensive. Compréhensive. Je n'avais été que compréhensive pendant que Veronica faisait des commentaires sarcastiques sur mon tour de taille grandissant et ma démarche de canard à chaque réunion de famille. Pendant que Pamela suggérait que je me laissais aller, bien que je porte son petit enfant. Pendant que Walter plaisantait sur les hommes dont les femmes gonflent comme des ballons. Pourtant, j'ai accepté d'y aller parce que j'aimais mon mari et que je voulais la paix dans notre famille. J'ai acheté une robe de maternité bleu marine qui me faisait me sentir plutôt jolie, des chaussures plates confortables qui ne tueraient pas mes pieds enflés, et je me suis préparé mentalement pour une soirée de faux sourires. La fête a eu lieu un samedi, à la mi-octobre.
J'étais enceinte de 32 semaines, sentant tout le poids de notre fille appuyé simultanément sur ma vessie et mes côtes. Le trajet jusqu'au domaine de la famille de Craig a pris 90 minutes, sur des routes de campagne sinueuses qui m'ont donné un peu la nausée, malgré les bracelets contre le mal des transports à mes poignets. La propriété était magnifique, je devais l'admettre. Un manoir en pierre tentaculaire, situé sur un terrain parfaitement entretenu, avec des jardins qui nécessitaient probablement un personnel à temps plein. Des guirlandes lumineuses créaient une canopée au-dessus de la terrasse extérieure, où l'heure du cocktail avait déjà commencé à notre arrivée. Véronica était éblouissante dans une robe émeraude ajustée, qui mettait en valeur sa silhouette mince. Ses cheveux étaient coiffés en vagues élaborées, son maquillage impeccable. Elle m'a fait la bise en effleurant à peine mes joues, ses yeux scannant mon corps avec un dédain à peine voilé. « Vous avez réussi à venir. Je n'étais pas sûr que tu rentrerais dans la voiture. » Elle a ri, mais ses yeux sont restés froids. Craig a serré la main de Derek et m'a fait un signe de tête poli, avant que Véronica ne les entraîne tous les deux pour se mêler aux autres invités. J'ai reconnu quelques parents et quelques amis d'enfance de Derek, mais la plupart des participants étaient des inconnus riches, à en juger par leurs vêtements de créateurs et leurs discussions décontractées sur leur maison de vacances. L'heure du cocktail s'éternisait encore et encore. J'avais supposé que nous passerions à l'intérieur pour le dîner assez rapidement, mais apparemment, les fêtes à la mode impliquaient de rester debout à faire la conversation pendant des heures. Mes pieds ont commencé à protester après les 30 premières minutes. À la marque des 45 minutes, le bas de mon dos s'est joint à la plainte. Le bébé était particulièrement actif ce soir-là, effectuant ce qui ressemblait à des routines de gymnastique contre mes organes internes. J'ai repéré quelques chaises près du bord du jardin et j'ai commencé à me diriger vers elle, mais Pamela m'a intercepté avec un verre d'eau gazeuse que je n'avais pas demandé. « Les sièges sont pour les invités âgés », m'a-t-elle informé sèchement. « Tu peux sûrement faire l'effort de rester debout un petit moment. » Les femmes de ma génération ne faisaient pas tant d'histoire pour une grossesse. Ma formation d'infirmière me criait de m'asseoir de toute façon, me rappelant que les avertissements de mon corps importaient plus que ses opinions. Mais le besoin ancré d'éviter les conflits familiaux a pris le pas sur mes connaissances médicales. La chaleur m'est montée au cou alors que j'acceptais l'eau et retournais vers le rassemblement principal. Derek était en grande conversation avec son cousin à propos de quelque chose lié au travail. J'ai essayé de capter son regard, mais il était trop absorbé pour remarquer mon inconfort. Au bout de 50 minutes, ma vision a commencé à se troubler sur les bords. La combinaison de la station debout, de la soirée anormalement chaude, et du poids du bébé appuyant sur ma circulation devenait dangereuse. Je connaissais les signes de la prééclampsie et du surmenage grâce à ma formation d'infirmière. Mon corps envoyait des signaux de détresse urgents. Un banc rembourré se trouvait contre le mur extérieur du manoir, partiellement caché par un treillis décoratif. Je me suis dirigé vers là aussi subtilement que possible, et je me suis laissé tomber avec un soupir de soulagement qui a probablement semblé obscène. La pression sur ma colonne vertébrale s'est immédiatement relâchée. J'ai fermé les yeux juste un instant, respirant profondément. Tiens, regardez qui a décidé que les règles ne s'appliquent pas à elle. Mes yeux se sont ouverts brusquement pour trouver Véronica debout au-dessus de moi, Pamela à ses côtés, affichant une expression de désapprobation suprême. Plusieurs autres invités s'étaient tournés pour regarder, créant un public pour ce qui allait se passer. J'avais juste besoin de me reposer une minute, ai-je expliqué, gardant ma voix calme. Le bébé a été très actif, et mon dos. Ton dos, tes pieds, ta vessie c'est toujours quelque chose, l'interrompit Véronica, la voix montant. Sais-tu combien de femmes tueraient pour avoir ce que tu as? Et te voilà, traitant ça comme une sorte de handicap. Véronica, s'il te plaît. Je n'essaie pas de faire une scène. Arrête de faire semblant. Lève-toi ou pars tout de suite. La voix de Pamela a traversé le murmure des autres conversations. Plusieurs invités se sont tus, regardant notre confrontation avec cette horreur fascinée que les gens réservent au drame public. Walter s'est matérialisé à côté de sa femme, le visage rouge de ce que je soupçonnais être son 4e scotch. Certaines femmes utilisent simplement la grossesse comme une excuse. Ma mère a travaillé dans les champs jusqu'au jour de son accouchement. Cette génération n'a aucune colonne vertébrale. Les larmes me piquaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Je suis juste fatigué. S'il vous plaît, laissez-moi me reposer. Je n'essaie pas d'être difficile. Je ne peux physiquement plus rester debout sans risquer ma santé et celle du bébé. Le bébé. C'est toujours à propos du bébé.
La voix de Véronica avait pris un ton hystérique. Tu penses que tu es si spécial parce que tu t'es fait engrosser? Tu penses que ça te rend meilleur que moi? La blessure dans ses mots était palpable, et malgré tout, j'ai ressenti un pincement de sympathie. Mais cette sympathie s'est évaporée quand je l'ai vu tendre la main vers le présentoir à gâteaux décoratifs en marbre, sur la table de service voisine. L'objet était substantiel, pesant probablement 3 ou 4 kilos, avec un pied orné. Véronica, pose ça, ai-je dit, essayant de me lever, mais mon corps bougeait trop lentement, trop maladroitement. Tout ce qui a suivi s'est produit dans un ralenti horrifiant et à une vitesse aveuglante, simultanément. Véronica a balancé le présentoir à gâteaux dans un arc qui semblait presque gracieux, jusqu'à ce que la base en marbre ne percute ma tempe. L'impact a résonné comme un coup de tonnerre à l'intérieur de mon crâne. La douleur a explosé dans ma tête alors que je me sentais tomber sur le côté, hors du banc. J'ai heurté durement le patio en pierre, mon ventre de femme enceinte encaissant une partie du choc malgré ma tentative instinctive de me détourner. Quelque chose de chaud s'est répandu sous moi. Du sang, ai-je réalisé à travers le brouillard de la douleur. Trop de sang. La perte des os se mélangeait à l'hémorragie due au traumatisme placentaire. Le monde a basculé et s'est brouillé. Des voix m'entouraient, mais elles semblaient lointaines, résonnant comme si elles venaient du fond d'un puits. J'ai essayé de parler, d'appeler Derek, mais ma langue ne coopérait pas. La dernière chose que j'ai vue avant que l'obscurité ne m'emporte, c'était le visage horrifié de Véronica planant au-dessus de moi, le présentoir en marbre toujours dans sa main, sa bouche ouverte dans un cri silencieux. Quand la conscience est revenue, elle est arrivée par fragments. Des lumières vives, une odeur antiseptique, des machines qui bipaient, une douleur irradiant de ma tête et de mon abdomen. Quelque chose n'allait pas avec mon corps, avec la répartition du poids. La pression familière du bébé avait disparu. La panique m'a envahi, et j'ai essayé de m'asseoir, mais des mains m'ont doucement repoussé vers le bas. Une infirmière que je ne reconnaissais pas m'a parlé d'un ton apaisant, me disant de rester calme, que le médecin arriverait bientôt. Le visage de Derek est apparu, strié de larmes et hagard. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Le bébé, ai-je réussi à croasser, la gorge à vif. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Le médecin arrive. Ces 3 mots contenaient des univers entiers d'effroi. J'ai saisi sa main avec une force que je ne savais pas posséder encore. Derek, où est notre bébé? Où est notre fille? La porte s'est ouverte avant qu'il ne puisse répondre. Une femme en blouse blanche est entrée, son expression professionnellement neutre, de cette façon qu'ont les médecins lorsqu'ils sont sur le point d'annoncer une nouvelle dévastatrice. Elle s'est présentée comme le docteur Patricia Wells, la spécialiste en néonatologie, et a tiré une chaise près de mon lit. Madame Morrison, vous avez été inconsciente pendant environ 6 heures. Vous avez subi un traumatisme crânien important et êtes entrée en travail prématuré à cause du traumatisme. Nous avons dû pratiquer une césarienne d'urgence. Mes mains se sont instinctivement portées vers mon estomac, le trouvant vide, dégonflé, étranger. Mon bébé. J'ai besoin de savoir pour mon bébé. L'expression neutre soigneusement maintenue du docteur Wells est légèrement fissurée, révélant une véritable tristesse en dessous. Votre fille est née vivante, mais elle est extrêmement prématurée, à 32 semaines. Elle pesait 1,4 kg. Elle est actuellement aux soins intensifs néonatal sous assistance respiratoire. Le soulagement qui m'a envahi m'a donné le vertige. Mais elle est vivante. Elle a tenu bon. Oui, mais je dois être honnête avec vous concernant son état. Le traumatisme de la chute a provoqué un décollement placentaire, ce qui signifie que le placenta s'est séparé de votre paroi utérine prématurément. Votre fille a été privée d'oxygène pendant une période indéterminée avant la chirurgie d'urgence. Nous ne connaîtrons pas l'étendue complète des éventuels dommages neurologiques avant qu'elle ne soit plus âgée, mais il y a des signes inquiétants. Le mot dommage m'a frappé comme un autre coup à la tête. Quel genre de signes? Le docteur Wells a expliqué en termes cliniques les hémorragies cérébrales, les poumons sous-développés, et la cascade de complications que crée une naissance prématurée. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est sa mention hésitante d'une possible paralysie cérébrale, de retard de développement et de problèmes de vision. Notre fille avait survécu, mais la vie que j'avais imaginée pour elle pourrait être irrévocablement altérée, parce que Véronica n'avait pas pu contrôler sa jalousie pendant 5 minutes. Je veux la voir, ai-je dit, essayant à nouveau de m'asseoir malgré la douleur hurlante dans mon abdomen. Bientôt. Vous devez récupérer suffisamment pour vous déplacer en toute sécurité.
Vous avez également une fracture du crâne que nous surveillons pour tout gonflement. La main de Derek s'est resserrée autour de la mienne. Je l'ai regardé correctement alors, voyant la culpabilité et la colère se faire la guerre sur son visage. Que s'est-il passé après ma chute? Est-ce que quelqu'un a appelé à l'aide tout de suite? Sa mâchoire s'est serrée. Non. Ils sont tous restés là. Ma sœur a lâché le présentoir à gâteau et s'est figée. Ma mère a commencé à pleurer à propos de la scène que tu faisais. Mon père a essayé de minimiser ça comme un accident. C'est Craig qui a finalement appelé le 911 après ce que les témoins disent être au moins 3 ou 4 minutes de panique inutile de la part de tout le monde. 3 ou 4 minutes. Une éternité quand quelqu'un saigne et entre en travail prématuré sur votre terrasse. 3 ou 4 minutes qui auraient pu faire la différence entre un prématuré en bonne santé et un avec des handicaps permanents. Ta sœur m'a agressé, ai-je dit platement. Devant 50 témoins. Elle doit être arrêtée. Le visage de Derek s'est effondré. Je sais. La police est venue à l'hôpital. Ils ont pris des dépositions. Véronica a été inculpée pour agression grave et mise en danger d'autrui. Mes parents lui ont engagé un avocat. Bien sûr. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Parce que dans la famille Morrison, les sentiments et la réputation de Véronica importaient plus que le petit enfant qui se battait pour survivre aux soins intensifs. Plus que la belle-fille qui saignait sur leur terrasse. J'ai passé 3 jours à l'hôpital avant d'être assez stable pour être déplacé dans un fauteuil roulant et emmené voir ma fille. Rien ne m'avait préparé à la vue de son corps minuscule couvert de fils et de tubes, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une assistance mécanique, sa peau assez translucide pour voir les veines en dessous. Elle semblait impossiblement fragile, comme un oisillon tombé du nid trop tôt. Les infirmières l'avaient nommée « bébé-fille Morrison » dans le système, puisque nous n'avions pas encore officiellement enregistré son nom. Derek et moi avions prévu d'attendre après sa naissance pour finaliser notre choix parmi quelques favoris. Assise à côté de son incubateur, la regardant se battre pour chaque respiration, j'ai décidé sur le champ. Grace, ai-je chuchoté. Son nom est Grace Morrison. Parce qu'elle se bat avec plus de grâce et de force que n'importe quel adulte que je connaisse. Derek a pleuré alors. Vraiment pleuré, ses épaules tremblant de sanglots qu'il avait apparemment retenus depuis des jours. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû voir à quel point les choses allaient mal avec ma famille. C'est ma faute. Non, ai-je dit fermement, bien que mes propres larmes coulent librement. C'est la faute de ta sœur, et la faute de tes parents pour avoir permis son comportement et créé un environnement où elle pensait que l'agression était acceptable. Grace a passé 9 semaines aux soins intensifs néonatales. 9 semaines de respirateur, de tubes d'alimentation et de surveillance constante. 9 semaines de pronostics incertains et d'alarmes à vous arrêter le cœur. 9 semaines pendant lesquelles j'ai pratiquement vécu à l'hôpital, ne partant que lorsque les infirmières me forçaient physiquement à rentrer chez moi pour prendre une douche. La famille de Derek n'a pas visité une seule fois ni pour voir leur petit enfant lutter pour sa vie, ni pour s'excuser, ni même pour prendre des nouvelles de mon rétablissement. Pamela a envoyé un seul SMS, « Nous espérons que tu te rétablis bien ». Cela a été très difficile pour Véronica. C'était tout. Aucune reconnaissance de ce que sa fille avait fait. Aucune inquiétude pour Grace. Mes propres parents ont pris l'avion depuis l'Arizona dès qu'ils ont entendu ce qui s'était passé. Ma mère est restée 3 semaines, m'apportant de la nourriture et des vêtements propres, s'asseyant avec moi pendant les heures les plus sombres, lorsque les niveaux d'oxygène de Grace chutaient ou que son petit corps luttait contre une autre infection. Mon père, habituellement un homme de peu de mots, a exprimé clairement son opinion. Poursuis-les en justice, a-t-il dit sans détour lors d'une visite. Poursuis Véronica. Poursuis les parents pour négligence. Poursuis toutes les personnes impliquées. Fais-leur payer pour ce qu'ils t'ont fait, à toi et à Grace. Je pensais à la même chose. Les factures médicales étaient déjà astronomiques, et ce malgré notre assurance qui en couvrait la majeure partie. Grace aurait besoin d'une thérapie continue, de rendez-vous avec des spécialistes, de services d'intervention précoce. Et les dommages émotionnels, le traumatisme de faillir la perdre, de la voir souffrir de complications qui auraient pu être évitées, cela ne pouvait pas être mesuré en dollars, mais méritait néanmoins une reconnaissance. J'ai contacté un avocat le jour après que Grace a été débranchée du respirateur. Il s'appelait Thomas Reed, et il se spécialisait dans les cas de blessures corporelles avec un accent particulier sur les agressions. Il a écouté mon histoire avec une expression de plus en plus sombre,
prenant des notes détaillées. C'est l'un des cas les plus clairs que j'ai vus, a-t-il dit après que j'ai fini. De multiples témoins, des blessures documentées, un bébé prématuré avec des besoins médicaux continus résultant directement de l'agression. L'affaire pénale se déroulera séparément, mais au civil, vous avez d'excellents motifs pour des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait, lui ai-je dit. Je veux des conséquences qui comptent vraiment pour des gens comme les Morrison. Thomas a souri d'un air sombre. Alors assurons-nous qu'ils y prêtent attention. Le procès a désigné Veronica comme principale accusée pour l'agression, mais a également inclus Pamela et Walter pour négligence et responsabilité des lieux. Thomas a fait valoir qu'ils avaient créé un environnement dangereux en servant de l'alcool, en n'intervenant pas lorsque le harcèlement a commencé, puis en n'apportant pas une aide rapide après l'agression. Craig et ses parents ont également été cités pour le lieu et la réponse d'urgence tardive. La famille Morrison est devenue furieuse. Derek a reçu des appels hurlants de sa mère concernant la loyauté familiale et le fait de détruire la vie de Veronica. Son père a menacé de le couper de son héritage comme si nous nous soucions de leur argent. L'avocat de Veronica a envoyé des lettres menaçantes concernant une contre-poursuite pour détresse émotionnelle, ce que Thomas a balayé d'un rire comme étant une intimidation sans fondement. L'affaire pénale a avancé plus vite que l'affaire civile, car les procédures pénales ont la priorité. De multiples invités avaient filmé la confrontation, y compris l'agression elle-même. Les images étaient accablantes. On pouvait clairement me voir assise paisiblement sur le banc, voir le visage de Veronica tordu par la rage alors qu'elle saisissait un présentoir à gâteau, voir le balancement délibéré qui a percuté ma tête. Aucun jury ne croirait à un argument de légitime défense ou d'accident. L'avocat de Veronica a essayé de négocier un accord de plaidoyer. La procureure, une femme perspicace nommée Angela Torres, m'a tenu informé tout au long du processus. La première proposition était insultante, agression simple, délit mineur, probation, cours de gestion de la colère. J'ai clairement fait connaître ma position par l'intermédiaire d'Angela. Ma fille avait toujours des convulsions à cause de la lésion cérébrale. Veronica ne s'en sortirait pas avec une tape sur les doigts. Angela a soutenu notre position complètement. Les preuves vidéo sont écrasantes, m'a-t-elle dit lors d'une réunion à son bureau. Nous pouvons absolument aller au procès si vous êtes prête pour ce processus, mais je veux que vous compreniez que ce sera difficile. La défense vous dépeindra comme méritant l'attaque d'une manière ou d'une autre, comme l'ayant provoquée. Ils évoqueront ses problèmes d'infertilité. Ils essaieront de la rendre sympathique. Qu'ils essaient, ai-je dit froidement. Un jury peut voir cette vidéo et décider si l'infertilité justifie une tentative de meurtre. L'expression tentative de meurtre a flotté dans l'air. Angela a hoché la tête lentement. C'est en fait quelque chose que nous envisageons. Votre fille a failli mourir. Vous avez failli mourir. Le traumatisme crânien aurait facilement pu être fatal. Nous pourrions poursuivre des charges plus élevées. En fin de compte, ils ont inculpé Veronica d'agression au second degré, de mise en danger d'autrui par imprudence, et de mise en danger fétale selon la loi de l'État. La dernière charge était quelque peu inhabituelle mais applicable, puisque ces actions avaient directement causé un travail prématuré et des dommages à un enfant à naître. Combinées, elles risquaient jusqu'à 15 ans de prison. L'audience préliminaire était surréaliste. En voyant Veronica à travers la salle d'audience, paraissant petite et effrayée dans son tailleur gris conservateur, je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, juste un vide froid là où se trouvait mon ancienne sympathie. Elle avait fait son choix quand elle a ramassé ce présentoir en marbre. Maintenant, elle vivrait avec les conséquences. Son avocat a argumenté sur son état émotionnel, ses luttes contre l'infertilité, la nature accidentelle des blessures malgré la preuve vidéo d'une frappe délibérée. Le juge, un homme âgé et sévère nommé Harrison, n'a pas semblé impressionné. Il a ordonné sa détention sous une caution de $250 000, étant donné la gravité des charges et les ressources substantielles de sa famille que ses parents ont payées immédiatement. Le procès civil a suivi une voie parallèle. Thomas a demandé une communication accélérée des pièces étant donné les besoins médicaux continus de Grace. Nous avions besoin d'accéder aux finances de la famille Morrison pour déterminer les dommages appropriés. Ce que nous avons découvert m'a fait comprendre pourquoi ils engageaient des avocats si chers. Les avoirs immobiliers commerciaux de Walter Morrison valaient environ $8 millions. Pamela avait un fonds fiduciaire substantiel de sa propre famille. Les actifs combinés de Veronica et Craig dépassaient les $2 millions, provenant principalement de son entreprise immobilière.
Ce n'étaient pas juste des gens aisés. Ils étaient véritablement riches, isolés par l'argent de la plupart des conséquences de la vie. Ils ont les moyens de réparer ça, a dit Thomas en me montrant les déclarations financières. La question est, le feront-ils, ou devrons-nous les traîner au procès? Leur première offre de règlement est arrivée 3 mois après le dépôt de la plainte, 750 000 $. Thomas l'a qualifiée d'insultante compte tenu des frais médicaux documentés de Grace et de ses besoins futurs en soins. Le séjour de Grace aux soins intensifs à lui seul avait coûté près de 400 000 $, même avec l'assurance couvrant la majeure partie. La thérapie continue et les soins médicaux coûteraient des centaines de milliers de plus au cours de sa vie. Rejetez-la, ai-je dit. Nous allons au procès. Thomas a souri. C'est ce que j'espérais que vous diriez. Préparons-nous à prendre tout ce qu'ils ont. Grace est rentrée à la maison 3 jours avant Noël, pesant un peu plus de 2,3 kg et nécessitant toujours une assistance en oxygène la nuit. La maison ressemblait à un entrepôt de fournitures médicales, avec des équipements et des moniteurs partout. J'avais quitté mon emploi d'infirmière pour m'occuper d'elle à plein temps, ce qui signifiait que nous vivions sur le seul salaire de Derek. L'argent était serré d'une manière qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Derek était devenu une personne différente à travers cette épreuve. L'homme qui m'avait demandé de comprendre le comportement de sa famille s'était transformé en quelqu'un qui ne parlerait à aucun d'entre eux. Lorsque Pamela a envoyé des cadeaux de Noël pour Grace, il les a retournés non ouverts avec une note « Nous ne voulons rien de vous ». Sa relation avec sa famille était effectivement terminée. Et bien que je ressente une certaine culpabilité à ce sujet, je sentais aussi que cela aurait dû arriver depuis longtemps. Ils avaient montré leur vrai visage. Derek voyait juste enfin clair. Le procès pénal était prévu pour février, environ 3 mois après le retour de Grace à la maison. Le procès civil suivrait en avril. La procédure pénale devait se conclure en premier, ce qui était la pratique standard. Thomas m'a préparé pour les deux, expliquant que la condamnation pénale renforcerait considérablement notre dossier civil. Ils essaieront de tout ramener à la douleur de l'infertilité de Véronica, a-t-il expliqué lors d'une séance de préparation. Ils vous dépeindront comme insensible, comme affichant votre grossesse. Nous devons être prêts à contrer ce récit avec des faits. Vous étiez assise tranquillement. Vous étiez enceinte et souffrante. Aucune quantité de détresse émotionnelle ne justifie une agression physique. Le procès pénal a commencé un lundi matin froid de février. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, avec des boiseries qui absorbaient le son et donnaient à toute une atmosphère feutrée et sérieuse. Le jury ressemblait à des gens de tous les jours, des hommes et des femmes âgés, quelques jeunes, un groupe diversifié qui, je l'espérais, pourrait voir au-delà des tentatives de manipulation par la sympathie de la famille Morrison. Les arguments d'ouverture ont dépeint 2 images différentes du même événement. L'avocat de la défense des Morrison, un homme mielleux nommé Robert Chambers, a dépeint Véronica comme une victime, elle-même une femme luttant contre l'infertilité, usée par la pression familiale, qui avait commis une erreur tragique dans un moment d'émotion accablante. J'étais présentée comme ignorante de sa douleur, insensible, peut-être même délibérément provocatrice. L'ouverture d'Angela a été dévastatrice dans sa simplicité. Elle a montré au jury des photos de Grace aux soins intensifs, couvertes de tubes et de fils. Elle a montré des photos de mon traumatisme crânien, des ecchymoses, de la cicatrice chirurgicale de ma césarienne. Elle a montré la vidéo de l'agression, que je n'avais pas encore regardée moi-même. La voir sur l'écran de la salle d'audience a brisé quelque chose en moi. La violence gratuite de l'acte, la façon dont le visage de Véronica s'était tordu de rage, le bruit écœurant du marbre frappant le crâne, mon corps s'effondrant comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Plusieurs jurés ont visiblement reculé. 2 femmes du jury pleuraient. Je pleurais aussi. Le bras de Derek autour de mon épaule était la seule chose qui me gardait ancré au sol. La défense essaiera d'expliquer cela, a dit Angela au jury. Ils parleront d'émotions, de lutte et de circonstances particulières. Mais regardez à nouveau cette vidéo. Regardez une femme frapper délibérément une femme enceinte à la tête avec une arme. Regardez-la rester là pendant de précieuses minutes pendant que la victime saigne et entre en travail prématuré. Ensuite, demandez-vous, quelle excuse pourrait bien justifier cela? Le procès pénal a duré 2 semaines. J'ai témoigné pendant 6 heures sur 2 jours, décrivant chaque moment de cette soirée, le harcèlement croissant, l'agression elle-même, le combat de Grace pour sa survie aux soins intensifs. L'avocat de la défense a fait de son mieux pour me déstabiliser, pour me faire admettre que j'avais été insensible aux luttes de Véronica,
que j'avais été délibérément provocatrice en m'asseyant. Donc, vous étiez au courant des problèmes d'infertilité de Madame Craig? A demandé Chambers sur ce ton suggestif qu'utilisent les avocats. J'étais au courant. Oui. C'est pourquoi je n'avais été que gentille avec elle malgré ses piques constantes sur mon apparence et ma grossesse tout au long de ces 9 mois. Mais vous avez choisi de vous reposer à sa fête, pendant sa célébration? J'ai choisi de m'asseoir avant de m'effondrer, parce que mon corps lâchait physiquement par épuisement à 8 mois de grossesse. Si donner la priorité à la santé de mon bébé sur l'étiquette d'une fête me rend coupable de quelque chose, j'accepterai ce jugement. Plusieurs jurés ont hoché la tête. Une femme âgée a regardé Chambers avec un dégoût total. J'ai su à ce moment-là que nous les avions. Le témoignage médical a été plus difficile à écouter. Le néonatologiste de Grèce a expliqué en détail les blessures qu'elle avait subies, la privation d'oxygène, les convulsions, les retards de développement qui étaient déjà apparents même à son jeune âge. Il ne pouvait pas dire définitivement à quoi ressemblerait sa vie, mais les possibilités qu'il a décrites allaient de légers troubles d'apprentissage à une paralysie cérébrale sévère. Selon votre opinion professionnelle, ces blessures ont-elles été causées par la naissance prématurée, a demandé Thomas directement et sans équivoque. Le décollement placentaire dû à la chute a causé une privation d'oxygène. La naissance prématurée à 32 semaines a causé des systèmes sous-développés. Ce bébé serait probablement né en bonne santé à terme s'il n'y avait pas eu l'agression traumatique sur sa mère. La défense a essayé d'argumenter que certains bébés ont des problèmes quoi qu'il arrive, que nous ne pouvions pas prouver le lien de causalité, que ma chute aurait pu être moins impactante que prétendu mais il se battait contre la physique, les preuves médicales et cette vidéo accablante. Véronica a témoigné elle-même, ce que j'ai considéré comme une erreur de la part de son avocat. Elle a pleuré joliment à la barre, parlant de sa douleur, de ses luttes, de son désespoir d'avoir un enfant. Elle a affirmé que l'agression était involontaire, qu'elle avait seulement voulu faire un geste emphatique, avec un présentoir à gâteau et qu'elle m'avait frappé accidentellement. Le contre-interrogatoire a complètement détruit sa crédibilité. Madame Craig, vous avez témoigné que frapper Madame Morrison était accidentel. Regardons à nouveau la vidéo. La procureure l'a passée au ralenti. Pouvez-vous indiquer où l'accident se produit? Est-ce quand vous ramassez délibérément le présentoir en marbre? Quand vous vous tournez vers la victime? Quand vous levez le bras? Quand vous balancez avec assez de force pour lui fracturer le crâne? Quelle partie était l'accident? Je ne voulais pas que ce soit si fort, a chuchoté Véronica. Mais vous vouliez la frapper. Silence. Madame Craig, vous devez répondre verbalement. Je voulais juste qu'elle ressente. Je ne sais pas. Je ne réfléchissais pas, vous ne pensiez pas aux conséquences pour une femme enceinte et son bébé lorsque vous l'avez frappé à la tête avec un objet lourd? Non. Ce « non » a scellé son sort. Le jury a délibéré pendant moins de 5 heures avant de revenir avec son verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation, agression au second degré, mise en danger d'autrui par imprudence, et mise en danger fétale selon la loi de l'État. Le juge a prévu le prononcé de la peine 3 semaines plus tard. Véronica a été placée en détention immédiatement, sa caution révoquée étant donné le verdict de culpabilité. En la voyant être emmenée menotte au poignet, j'ai senti un poids se soulever, un poids que je n'avais pas réalisé porter. Lors de l'audience de détermination de la peine, j'ai fait une déclaration d'impact sur la victime. J'ai parlé des luttes de graisse, des nuits blanches à surveiller les moniteurs pour m'assurer qu'elle continuait de respirer, des séances de thérapie et des rendez-vous chez le médecin qui définirait son enfance. J'ai parlé du traumatisme de me réveiller dans ce lit d'hôpital sans savoir si mon bébé avait survécu. Le juge a condamné Véronica à 7 ans de prison, avec une possibilité de libération conditionnelle après 3 ans et demi. C'était plus que ce que son avocat avait espéré, moins que ce que je voulais, mais assez substantiel pour que je sente qu'une certaine mesure de justice avait été rendue. Le procès civil en avril a été presque anticlimatique après la condamnation pénale. Avec le verdict de culpabilité de Véronica au dossier et la preuve vidéo irréfutable, l'affaire civile est devenue moins une question de responsabilité qu'une question de dommage-intérêt. Thomas a présenté notre dossier méthodiquement, facture médicale, coût de soins à vie projetée, perte de salaire de ma carrière d'infirmière, douleur et souffrance. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures avant de rendre son verdict. Ils nous ont accordé 4,5 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires pour les frais médicaux, la perte de salaire, ainsi que la douleur et la souffrance. Plus 2 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts punitifs contre Véronica spécifiquement.
Ils ont attribué des pourcentages de responsabilité, 70% à Véronica, 20% à Pamela et Walter pour négligence en n'intervenant pas et en retardant la réponse d'urgence, 10% aux parents de Craig pour la responsabilité des lieux. La famille Morrison avait l'air d'avoir été frappée par la foudre. Pamela pleurait ouvertement. Le visage de Walter était devenu violet de rage. Véronica, apparaissant par liaison vidéo depuis la prison, est restée figée, regardant dans le vide. Derek a serré ma main si fort que cela m'a fait mal. « Tu l'as fait » a-t-il chuchoté. « Tu l'as vraiment fait. » Mais je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée, triste et en colère que tout cela ait été nécessaire. Que Grace grandirait en sachant que sa tante avait failli la tuer avant sa naissance. Qu'elle ferait face à des défis et des luttes parce que quelqu'un n'avait pas pu contrôler sa jalousie. Debout dans cette salle d'audience, en écoutant la lecture du verdict, j'ai finalement senti quelque chose changer. Pas exactement une clôture, mais le sentiment que la justice avait été approximée, sinon parfaitement servie. Elle avait blessé ma fille et moi, et elle faisait face à de vraies conséquences. Ses parents feraient face à des conséquences financières qui impacteraient réellement leur vie confortable. L'argent du règlement a pris presque 1 an à être entièrement collecté. Les Morrison se sont battus à chaque étape, ont essayé de cacher des actifs, de prétendre à des difficultés financières malgré leur richesse évidente. Thomas a été implacable, poursuivant chaque piste jusqu'à ce que le montant total soit payé. Nous avons mis la majeure partie dans un fonds fiduciaire pour les futurs besoins médicaux et thérapeutiques de Grace. Une partie a été utilisée pour payer nos propres dettes et acheter une maison avec de l'espace pour tout son équipement et de la place pour qu'elle grandisse. Derek n'a plus jamais parlé à ses parents. Ils ont envoyé des lettres occasionnellement pour essayer de reconstruire la relation, mais il les a renvoyées non ouvertes. Ils ont choisi Véronica plutôt que leur petit enfant, a-t-il dit une fois. Ce n'est pas un choix dont on revient. Grace a 3 ans et demi maintenant. Elle souffre de paralysie cérébrale affectant son côté gauche, porte des lunettes pour des problèmes de vision causés par la naissance prématurée, et suit une ergothérapie, une physiothérapie et une orthophonie 3 fois par semaine. Elle est aussi drôle, déterminée, et aime les dinosaures avec une passion qui la fait rire à chaque fois que nous visitons le musée d'histoire naturelle. Elle n'aura jamais une vie normale, quoi que cela signifie. Elle fera face à des défis et des obstacles que les autres enfants n'ont pas, mais elle est vivante et s'épanouit à sa manière, ce qui est plus que ce qui semblait possible durant ces jours sombres aux soins intensifs. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir porté plainte, si je regrette d'avoir poussé les procès aussi loin. Ils suggèrent que peut-être une réconciliation avec la famille de Derek aurait été meilleure pour tout le monde, que Grace mérite de connaître ses grands-parents et sa tante, peu importe ce qui s'est passé. Ces gens ne comprennent pas ce que signifie regarder sa fille nouveau-née se battre pour chaque respiration parce que la douleur de quelqu'un d'autre importait plus que la vie de votre enfant. Ils ne comprennent pas que certaines actions sont si inacceptables que le pardon n'est pas une faiblesse, c'est de la complicité. Véronica sera admissible à la libération conditionnelle dans environ 6 mois si elle a été une prisonnière modèle. On me dit qu'elle l'a été, qu'elle a suivi des cours de gestion de la colère, travaillé à la bibliothèque de la prison, participé à des programmes de thérapie. Peut-être a-t-elle sincèrement changé. Peut-être comprend-elle l'ampleur de ce qu'elle a fait. Mais elle ne rencontrera jamais Grace. Derek et moi avons déjà pris cette décision. Quels que soient les remords qu'elle ressent, quelle que soit la croissance qu'elle a vécue, cela ne lui donne pas accès à l'enfant qu'elle a failli tuer. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Je fais encore des cauchemars parfois. Des rêves où je tombe, où Grace arrête de respirer, où je me réveille dans ce lit d'hôpital en entendant de terribles nouvelles. La thérapie aide. Le temps aide. Regarder Grace grandir et se développer malgré ses défis aide plus que tout. La cicatrice du marbre sur ma tempe attire parfois mon regard lorsque je me brosse les dents ou que je me maquille. Elle s'est estompée en une fine ligne argentée maintenant, à peine perceptible à moins de savoir la chercher. Mais je sais qu'elle est là, un rappel permanent de ce qui s'est passé, de la rapidité avec laquelle la violence peut éclater, de combien peu certaines personnes valorisent l'humanité des autres. Derek et moi allons bien. Tout bien considéré, le traumatisme nous a rapprochés plutôt que de nous déchirer, bien que je sache que ce n'est pas toujours le cas dans des situations comme celle-ci. Il est un père dévoué pour Grace, patient avec ses thérapies, célébrant chaque étape qu'elle franchit, même si c'est plus tard que le développement typique ne le suggère. Nous parlons d'avoir un autre enfant. La grossesse serait à haut risque étant donné mes antécédents, mais mes médecins pensent que c'est possible avec une surveillance appropriée.
Une partie de moi est terrifiée à l'idée d'essayer à nouveau, d'être vulnérable de cette façon après ce qui s'est passé. Mais une autre partie veut prouver que Véronica ne nous a pas brisés, ne nous a pas volé la famille que nous voulions construire. En repensant à tout ce qui s'est passé depuis cette soirée d'octobre, j'ai appris des choses sur moi-même que je n'avais jamais voulu savoir. J'ai appris que je suis capable d'être impitoyable pour protéger mon enfant. J'ai appris que la justice, même lorsqu'elle est obtenue, n'efface pas le traumatisme. J'ai appris que certains liens familiaux ne valent pas la peine d'être préservés s'ils se font au prix de votre dignité et de votre sécurité. Mais j'ai aussi appris que l'amour est plus fort que la haine. Que la résilience peut être construite même à partir de la tragédie. Et que le sourire de ma fille, lorsqu'elle me montre son dinosaure jouet préféré, vaut chaque moment difficile qui nous a menés ici. Véronica voulait me faire mal cette nuit-là parce qu'elle voyait ma grossesse comme quelque chose qui lui avait été volé. Comme si ma joie diminuait sa douleur. Elle ne pouvait pas voir que le bonheur n'est pas fini, que la bonne fortune de quelqu'un d'autre ne cause pas votre malheur. Son amertume l'a consumée au point où elle préférait détruire plutôt qu'accepter que la vie n'est pas toujours juste. Elle a eu 3 ans maintenant pour réfléchir aux conséquences de ce moment. 3 ans pour réaliser que son incapacité à avoir des enfants ne justifie pas de faillir tuer l'enfant de quelqu'un d'autre. 3 ans pour comprendre que la douleur, aussi authentique soit-elle, n'excuse jamais la violence. Je ne sais pas si elle a appris ses leçons. Je ne m'en soucie plus particulièrement. Je me concentre sur Grace, sur Derek, sur la construction d'une vie qui honore à quel point nous nous sommes battus pour être ici ensemble. Les Morrison sont des notes de bas de page dans notre histoire maintenant, pas des personnages centraux. Ils ont perdu le droit de faire partie de nos vies quand ils sont restés là à me regarder saigner au lieu d'appeler à l'aide. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'étais simplement resté debout ce soir-là. Si j'avais surmonté l'épuisement et la douleur pour maintenir les apparences, Grace serait-elle née en bonne santé à terme? Serions-nous toujours une famille essayant de maintenir une paix inconfortable avec les proches de Derek? Mais ces pensées ne mènent nulle part de productif. J'ai fait le bon choix en m'asseyant quand mon corps réclamait du repos. Véronica a fait le mauvais choix en m'attaquant pour cela. Ce sont les faits, et aucune quantité de recul ne les changera. Grace vient de commencer la maternelle dans un programme spécialisé qui est absolument merveilleux. Elle se fait des amis, apprend à mieux communiquer, devient plus forte chaque jour. Les enseignants envoient à la maison des photos d'elle en train de peindre, de jouer, de rire avec d'autres enfants. Ces photos vont sur notre réfrigérateur, une galerie de preuves qu'elle ne fait pas que survivre, mais qu'elle vit pleinement malgré tout. C'est la vraie vengeance, je suppose. Pas l'argent, ni la peine de prison, ni l'éloignement permanent de la famille de Derek. La vengeance est l'existence même de Grace, sa joie, sa croissance, son avenir. Véronica a essayé d'enlever ça et a échoué. Nous sommes toujours là, toujours en train de construire notre famille, toujours en train de trouver le bonheur malgré les cicatrices que nous portons. La cicatrice du marbre sur ma tempe capte la lumière de l'après-midi alors que je regarde Grace chasser des bulles dans notre jardin. Derek souffle dedans pendant qu'elle hurle de rire, ses lunettes légèrement de travers, sa jambe gauche dans son attelle ne la ralentissant pas d'un iota. C'est ce qui compte. Ce moment, cette famille, cette vie que nous nous sommes battus si fort pour protéger. Tout le reste n'est que du bruit.